Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, votre nom demeure lié à 3 années de cauchemar. L'otage que vous avez été a survécu, en rêvant chaque nuit d'une enfance tellement présente dans votre cœur que vous la racontez aujourd'hui dans un livre. Bonjour Jean-Paul Kaufmann. Bonjour Jacques Pessis. Alors, je suis ravi de vous accueillir parce que, bon, d'abord, il y a un livre qui sort, L'accident, chez Équateur, qu'on va évoquer car c'est le livre de votre enfance. Et puis, on va parler de votre parcours et de tout ce qui vous est arrivé, qui n'est quand même pas commun. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, le principe des clés d'une vie, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 1er mars 1977, la sortie d'un nouveau quotidien qui s'appelle Le Matin de Paris. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, bien sûr. Vous avez travaillé au Matin de Paris. Oui, ça a été une période très heureuse journalistiquement. Et je ne vais pas dire que j'éprouve une nostalgie. C'est l'âge d'or du journalisme, vous voyez. Il ne s'agit pas de dire c'était mieux avant, mais c'est vrai que cette période du Matin de Paris a été formidable. Formidable et ça m'a marqué à jamais. C'est-à-dire que le journal avait été fondé par Claude Perdriel. Oui. Bon, ce qui comptait, c'était une équipe de jeunes qui arrivaient et qui étaient tout feu tout flamme, qui avaient envie de créer quelque chose. Oui, alors bon, et c'était, ne l'oublions pas non plus, c'était le journal de la gauche, Oui. hein, du programme commun. Oui, mais en même temps, il y avait le papier, d'ailleurs, n'était pas de grande qualité. Bah oui, c'était... Oui, en revanche, la maquette était révolutionnaire, très novatrice. Mais en même temps, vous faisiez tout dans ce journal. Oui, on était tout terrain. Voilà. C'était une façon formidable d'apprendre le journalisme. Bah oui, c'est la meilleure façon d'apprendre le journalisme. Et je crois que dans l'équipe, il y avait François-Henri de Virieux, Oui. qu'on a vu à la télévision ensuite, et Paul Cousin, qui s'occupait de la culture. Ah, vous l'avez connu? Mais je l'ai connu, et il a même été pendant des années le producteur de Jacques Martin des émissions du dimanche. C'est lui qui supervisait tout pour Jacques Martin. Oui, c'était un des personnages clés hein, du Matin de Paris, Paul Cousin, conseiller de Claude Perdriel. Voilà, qui travaillait pour Science et Avenir avant Voilà, de... exactement. Et il est passé chez Jacques Martin, c'est quand même un grand écart. Alors, vous arrivez à Paris après une formation dans la presse dite de province, puisque vous avez vraiment débuté, et vous avez débuté d'ailleurs en vendant un journal qui s'appelait Clair Foyer. Oui, enfin, même on peut en nommer un autre, Le Pèlerin, qui existe toujours. Mais là, j'étais enfant, c'était... bon, j'avais 7-8 ans, je distribuais cela dans mon petit village de Cornu, en Ille-et-Vilaine. Voilà, en fait, Clair Foyer, c'est un journal qui tirait à 275 000 exemplaires, qui était celui du mouvement familial et rural, et qui est devenu Famille Magazine. Et ça, oui, c'était destiné à un public rural, et ça marchait du feu de Dieu à cette époque-là. Exactement. Alors je crois que votre vie de journaliste, d'abord ce sont des stages, et je crois, Jean-Paul Kaufmann, que le premier journal, c'est le Berry Républicain. Oui, tout à fait. Alors, le Berry Républicain, parce que j'aimais beaucoup Bourges, j'avais une vieille histoire avec Bourges. Auparavant, j'avais fait visiter, j'étais guide à la cathédrale Saint-Étienne de Bourges. J'ai voulu y revenir pour des raisons enfin, que j'évoque plus ou moins là, dans l'accident, mon oui. dernier livre. Et donc, Bourges, c'est une ville que j'ai beaucoup aimée. Ce stage au Berry Républicain aussi a été pour moi très formateur, mais j'ai fait d'autres stages, c'était obligatoire. Quand on avait fait l'école de journalisme de Lille, donc il fallait effectuer un certain nombre de stages. J'ai été aussi à Ouest-France, à Nord-Éclair, et aussi, très important, à Sud-Ouest. Exactement, car ça a marqué votre parcours à chaque fois. Oui, alors Sud-Ouest notamment, et c'est peut-être ça qui m'a attiré vers le Bordeaux. Voilà, exactement. Puis Ouest-France, votre premier reportage, c'était sur un château, le Châtelier, que vous évoquez dans ce livre. Oui. C'était un château très, très particulier, Jean-Paul Oui, Kaufmann. un château, oui. Alors bon, honnêtement, j'ai relu cet article, il était vraiment très médiocre. Je n'en suis pas fier. Mais bon, j'avais écrit cela pour montrer à mes parents que finalement, ces études à l'école supérieure de journalisme de Lille, c'était du sérieux.
Oui, et d'ailleurs, ces études, vous les devez à un ami, un cousin de vos parents, qui les a convaincus de vous laisser vous lancer dans cette aventure, Jean-Paul Ah oui, Kaufmann. il a joué un rôle très très important. Vous voyez, c'est quelqu'un. Alors moi, je suis né donc dans une petite, enfin, je suis né en Mayenne. Mes parents ont acheté une boulangerie 3 semaines avant la fin de la guerre, en avril 1945. Donc j'ai passé une enfance très heureuse dans ce petit village de Cornu. Mais bon, à l'âge de 11 ans, que faire de ce jeune Jean-Paul? Et c'était pas évident à l'époque. Cet ecclésiastique a dit il faut qu'il poursuive des études. Et donc, il a joué un rôle déterminant dans ma vie. C'est comme ça aussi que j'ai postulé à l'école supérieure de journalisme de Lille. D'ailleurs, quand j'ai été libéré, je lui ai dit écoute, Georges, tout ce qui m'est arrivé, c'est à cause de toi, c'est ta faute. Ouais, oui, c'est pas très gentil, mais c'est très affectueux en même temps. Alors, il faut savoir aussi que vous aviez la passion de la lecture, et je crois, Jean-Paul Kaufmann, vous avez appris à lire dans le Tour de France par 2 enfants, comme beaucoup d'enfants de votre génération. Exactement. Mais alors, c'est quelque chose de très paradoxal parce que il faut quand même préciser une chose. Le Tour de la France par 2 enfants, c'est un livre, la première édition date de 1877. Tout à fait. Donc, nous sommes au tout début de la Troisième République. Et voilà que, encore dans les années 50, nous apprenions à lire dans ce livre, et ça datait singulièrement, les choses qui étaient racontées dans ce livre, c'était, disons, une sorte de, comment dire, leçon de choses. On évoquait les grandes figures de la France, les grands hommes, et puis aussi les grandes inventions. Bon, bah, des inventions, ces grandes inventions du début du XXe siècle, en 1950, ça datait un peu quand même. Oui, enfin, il y a quand même eu près de 8 millions d'exemplaires qui ont été Ah vendus oui, oui. jusqu'aux années 50. Et puis alors, il y avait la bande dessinée, ça a commencé dans Le Pèlerin par les aventures de Patapouf et par Fripounet et Marisette. Fripounet et Marisette a joué un rôle très très important dans ma vie. Et surtout, Sylvain et Sylvette. Oui. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque Mais chose. bien sûr. Sylvain et Sylvette, c'est ces 2 orphelins là qui vivent dans. Oh, et ça emprunte un peu à l'univers des contes de Perrault. Là, vous voyez, euh, des enfants sans parents. Les parents n'apparaissent pas, persécutés par les compères. Un loup, un sanglier, un ours et un renard. Et c'est là aussi, je dis que c'est important parce que c'est là où j'ai eu, enfant, cette, comment dire, première révélation, le mal. Le mal, qui est quelque chose d'énigmatique. D'où vient le mal? Cette chose gratuite et qui posait un problème. Pourquoi ces animaux s'acharnaient-ils à faire du mal à nos 2 héros? Il y avait un petit mystère, Tout à fait. le Alors, mystère du mal. Le mystère du mal, c'est Marcel Cuvelier qui a créé cette série. Et moi, j'ai connu Jean-Louis Pêche à la fin de sa Ah oui, vie. qui a continué. Qui a continué jusqu'au 67e album. Il a cherché un repreneur à la fin de sa vie. Il n'en a malheureusement pas trouvé un. C'est vrai, oui, oui. Alors, ce Cuvillier, là, était un personnage important. Il a écrit un certain nombre d'autres bandes dessinées. Et moi, j'aimerais bien qu'on ressuscite Sylvain et Sylvette. Et je ne sais pas si ça parlerait beaucoup aux jeunes générations. Ce serait en tout cas une bonne chose. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui a compté dans votre vie. Reconnaissez sa voix. Eh ben, il est né en 1929, donc vous avez à 30 ans, dans un Hergé. hebdomadaire, Hergé régional, avec 21e. Tintin qui a aussi marqué votre vie, Jean-Paul Voilà, Kaufmann. comme tous ceux de ma génération. Disons que ceux qui sont nés entre 1940 et 1955, on y reviendra peut-être. Ouais, C'est bien. très important, cet aspect générationnel. Tout à fait. Alors, peut-être, moi, j'appartiens à ce qu'on appelle à cette génération de boomers, pas particulièrement fier de l'être, mais ça nous est tombé dessus. Ah, donc, il faut assumer. Et c'est vrai qu'on a vécu quand même, on a été des privilégiés. Moi, j'ai connu peut-être des vicissitudes dans ma vie, mais j'estime quand même que cette génération-là a connu, privilégiée, parce qu'elle a connu un monde ancien qui est
totalement englouti aujourd'hui. Oui, et en plus, Hergé était quelqu'un qui faisait ses dessins, comme toute l'école belge, Peyo, Will Tibet, sans se rendre compte de l'impact qu'ils avaient. Oui, enfin à l'époque, oui c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Mais c'est amusant parce que là, j'ai rencontré au cours de ma vie de journaliste et notamment au Matin de Paris un certain nombre d'écrivains. Et celui qui m'a le plus impressionné, c'est Hergé. Et je me souviens, j'étais tellement impressionné que le jour où je lui ai serré la main, je lui ai dit quelque chose d'un peu ridicule. Et je lui ai dit, j'ai l'impression de serrer la main de Balzac. Oui. Et en même temps, vous voyez, bon, c'était un peu grandiloquent, mais euh, Tintin, comme Balzac, a véritablement inventé un monde très particulier avec des personnages très très poétiques et moi ma vision du monde, je le reconnais, emprunte beaucoup, malgré tout j'ai 80 ans aujourd'hui, à cet univers de Tintin. Oui, et c'est vrai que ça a marqué plusieurs époques, ce qu'Hergé n'imaginait pas. Le jour où il a appris que les astronautes lisaient Tintin et lui demandaient un album dédicacé, il n'en revenait pas. Oui, et puis c'était quelqu'un en même temps de très modeste, Oui. très 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 discret, quelqu'un de très attachant. Alors, il y a d'autres dates importantes dans votre vie. On va faire un grand saut dans le temps et évoquer le 1er septembre 2000. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Paul Kaufmann. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Jean-Paul Kaufmann. Nous évoquons tout à l'heure, et on l'évoque d'ailleurs en filigrane, l'accident. Votre nouveau livre chez Équateur qui raconte votre enfance et beaucoup de choses tout à fait insolites sur votre parcours qu'on ne connaissait pas. On a commencé à l'évoquer à travers des différentes choses, notamment la bande dessinée. Et puis on va parler livre parce que le 1er septembre 2000 sort un livre qui s'appelle Le Manuel pratique de l'amateur de cigares. Un livre que vous avez signé et qui est un livre tout à fait inattendu et important aussi. Oui, c'est vrai. Alors, l'amateur de cigares, en effet, ça a été une grande aventure dans ma vie, mais il faut dire aussi qu'auparavant existait l'amateur de Bordeaux, Oui. et que l'amateur de cigares est une émanation de l'amateur de Bordeaux. Parce que, bon, quand on aime le Bordeaux, quand on aime le vin, et c'est de cette façon-là, d'ailleurs, personnellement, que j'ai été initié au cigare par tous ces propriétaires bordelais. Vous avez découvert ces propriétaires bordelais, Jean-Paul Kaufmann, au retour des Non, 3 ans. avant. Avant. L'amateur de Bordeaux a été créé en 1981. Oui. J'ai été enlevé en 85. D'accord. Et donc vous Je étiez... pensais que ça allait disparaître. Oui. D'ailleurs, vous voyez, on n'est pas irremplaçable. Oui. Et ça marche toujours. Oui, enfin, il a disparu définitivement il y a 20 ans. Oui, effectivement. Alors il se trouve que quand on pense au Bordeaux, on pense aussi à une chanson de Jodassin. Car le bon vin de Saint-Émilion, ça vous donne un cœur de lion, à condition d'en mettre dans les biberons. De Billy le Bordelais, une chanson de Jodassin. Il aimait beaucoup le Bordeaux, Jodassin, d'où l'origine de cette chanson. Et un jour, il a perdu une caisse de Grand Bordeaux parce qu'il avait parié avec Carlos que Mike Brandt n'aurait aucun succès. Ah bon ? Voilà. Et c'est vrai que cette passion du vin, c'est venu vraiment d'un coup, en fréquentant les vignobles. Alors, d'un coup, oui, d'une certaine manière, oui. Quand j'étais au Matin de Paris, j'ai dû remplacer le rédacteur en chef à qui on avait préparé un programme d'enfer, et il est tombé malade, je l'ai remplacé au pied levé, et en effet, pour moi, ça a été une révélation, ce voyage. Vous voyez, derrière les étiquettes prestigieuses de ces vins, il y avait des hommes, et non seulement des hommes, mais des paysages. Parce que l'amateur de Bordeaux aussi, c'était sa préoccupation, c'était de parler en effet du vin, mais parler aussi de ces châteaux qui sont magnifiques, de ces jardins magnifiques aussi, et puis des hommes qui font le vin, et de ces paysages. Vous voyez, parce que Bordeaux, c'est véritablement une civilisation. Bordeaux a inventé une civilisation du vin. Oui, et ce sont des grandes familles aujourd'hui et leurs enfants qui dirigent tous ces vignobles. Oui, alors bon, en même temps, c'est difficile. La transmission ne se fait pas de manière si facile que vous le dites. Hélas, hélas. Alors, vous avez même fait un livre Voyage à Bordeaux qui est aujourd'hui un collector hors commerce.
Oui, alors il a été réédité il y a très peu de temps dans la collection bouquins chez Lafon. Oui, en quelque sorte, c'est un inédit. C'est un livre qui est paru initialement hors commerce. Je voulais, euh, disons, à ceux qui s'étaient mobilisés pour ma libération, je voulais leur envoyer ce cadeau, ce livre hors commerce, pour leur donner de mes nouvelles et surtout les remercier. Il se trouve aussi, on ne le sait pas du tout, qu'il y a un lien entre le vignoble bordelais et le Coca-Cola. Je ne sais pas si vous le savez, Ah, Jean-Paul. vous allez me le dire. En fait, John Pemberton, qui est le créateur du Coca-Cola, s'est inspiré de la recette d'un breuvage médicinal français créé par un chimiste, Angelo Mariani, pour lutter contre la fatigue et pour améliorer la vigilance. Et il mélangeait ce remède à du vin de Bordeaux. Ah, vous m'apprenez quelque chose. Alors, j'en reviens maintenant au cigare, parce que finalement, vous avez fait ce livre et le cigare est né vraiment est entré dans votre vie à ce moment-là. Oui, tout à fait. Bon, il faut bien reconnaître que être amateur de cigare, fumer le cigare aujourd'hui, je vais pas dire que c'est héroïque, mais c'est bon. Il faut bien le reconnaître, c'est mal vu. Oui, c'est pas Vous très voyez, bien. quand on voit quelqu'un qui a un cigare au bec, il y a, alors pour ceux qui n'aiment pas le cigare, il y a presque d'emblée je vais pas dire une agressivité, mais il y a toute une symbolique autour du cigare dont, en effet, les amateurs peuvent souffrir. Et c'est vrai qu'à cette époque que l'on vit hygiéniste, le cigare, c'est très mal vu. Donc, mais la revue continue, elle est toujours là. Et vous êtes là aussi, alors qu'il y a eu quand même cette histoire d'enlèvement. Alors, vous entrez à l'événement du jeudi en 84, vous partez en reportage au Liban, et c'est là qu'un jour, votre vie bascule. Oui. En quelques instants, vous n'avez même pas réalisé sur le coup ce qui se passait. Oui, le 22 mai 1985. Vous allez à l'aéroport et il y a une Mercedes blanche qui vous... Ce que vous racontez dans le livre d'ailleurs. Oui, le premier et le dernier jour de ma détention. C'est-à-dire que vous arrivez une Mercedes... C'est pas un livre, hein, il faut quand même le préciser à nos auditeurs, c'est pas un livre sur le Liban, ma captivité. C'est un chapitre. Oui. Mais c'est un chapitre on va parler tout à l'heure de l'enfance, mais il se trouve que c'est important parce que vous racontez que pendant ces 3 années, vous avez vécu hors du temps et sans notion même du temps, Jean-Paul Kaufmann. Alors au début, les premiers mois, non, mais par la suite, en effet, pendant à peu près 2 ans et demi, nous n'avions plus aucune nouvelle de l'extérieur, à telle enseigne que je croyais qu'on nous avait laissé tomber. À ce point-là? Ah oui, bien sûr. Écoutez, 3 ans, c'est long. Bien sûr. En plus, il y avait 2 diplomates, Marcel Fontaine et Marcel Carton, qui étaient aussi enlevés quelques jours avant vous. Oui, tout à fait. Et j'ai été enlevé aussi avec quelqu'un qui est mort pendant ma détention, qui est Michel Seurat. Donc, vous voyez, un chercheur. Oui, un chercheur qui habitait Beyrouth. Et bon, c'est un long martyrologue, cette histoire des otages du Liban, parce que je me suis trouvé aussi avec des Américains, avec des Anglais. Donc, et puis il y en a un certain nombre qui ne sont pas revenus. Et en plus, ce que vous ne saviez pas à l'époque, c'est que la France s'est mobilisée et que tous les soirs, le journal de 20h annonçait le nombre de jours de détention. Alors ça, c'est une chose que j'ai appris après. Et pour moi, ça a été véritablement une découverte. Je n'en revenais pas. Et je pense que ça a été déterminant, en effet, parce que, vous voyez, peut-être qu'à la fin, les gens en avaient marre et devaient se dire, le gouvernement, qu'il fasse quelque chose. Donc, la mobilisation, ça a été capital. Mais encore une fois, la mobilisation, s'il n'y a pas une volonté du gouvernement, ça sert à rien. Vous voyez, à l'heure actuelle, il y a cette histoire Boualem-Sansal. Il est important de se mobiliser, mais c'est pas l'opinion qui négocie. C'est le gouvernement. Le gouvernement, il faut une volonté du gouvernement. C'est très important. Et il a fallu 3 ans pour vous. 3 ans, on a mis 3 ans de façon à ce que tout cela s'emboîte parfaitement, parce que c'est ça aussi, c'est une histoire d'emboîtement, vous voyez. C'est une sorte de puzzle, il manque toujours une case. Je crois que c'est 1078 jours. J'ai pas compté, mais c'est
3 ans. Exactement. 3 ans moins 15 jours. Et il se trouve aussi que vous avez survécu, et ça c'est important par rapport à votre livre, en vous souvenant de vos rêves d'enfance, Jean-Paul Ah oui, Kaufmann. alors c'est très très important ça, vous avez tout à fait raison de le souligner. D'ailleurs, c'est le sujet de ce livre-là, c'est que cette enfance, j'ai eu une enfance très heureuse, très très heureuse. Pour beaucoup aujourd'hui, d'écrivains, de ceux qui écrivent, l'enfance a été un enfer. Eh ben, moi, je suis désolé. Moi, mon enfance a été une période enchantée, radieuse, bienfaisante, un peu austère, certes. Et cette parenthèse heureuse m'a sauvé. Parce que c'est là où je veux en venir, et qui fait que l'inconscient humain est parfaitement construit. C'est-à-dire que pendant ma détention, normalement, avec cette imminence de la mort, cette angoisse de la journée, mais ma vie nocturne aurait dû être empoisonnée, tourmentée par ces mauvais rêves, par ces cauchemars. Je n'ai fait aucun cauchemar pendant ma captivité. Les cauchemars, les mauvais rêves sont venus lorsque j'ai été libéré, quelques jours plus tard. Il y en a encore pendant quelque temps, mais bon, disons que la périodicité s'amoindrit d'année en année. Donc, le livre que j'ai écrit, L'accident, c'est aussi un livre de gratitude, vous voyez, de reconnaissance, une dette que j'avais envers cette enfance qui m'a sauvé, cette enfance heureuse et bénéfique. Et pourtant, dans un monde de l'après-guerre, dans cette petite commune d'Ille-et-Vilaine, où c'était extrêmement élémentaire, extrêmement sommaire, vous voyez, je suis né en 1944. En 1900, dans ces années-là, dans ces années d'après-guerre, les gens n'aspiraient qu'à une seule chose, revenir à la vie qui a été la leur dans les années 30, laquelle était exactement la même qu'au début de la Troisième République. Donc c'était un monde totalement immobile, figé, immuable, rythmé par les fêtes paroissiales, par les comices agricoles. On est encore dans un monde rural proche de Madame Bovary, Exactement. vous savez. Et on va en reparler, parce que moi, on va insister sur ce livre tout à l'heure, mais vous avez écrit aussi beaucoup d'autres livres dans votre vie, et on va justement évoquer une date importante dans votre carrière également, qui est le 6 novembre 2009. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Paul Kaufmann. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Paul Kaufmann. Nous évoquons déjà en filigrane, et on y reviendra tout à l'heure, sur ce livre L'accident aux éditions Équateur, qui raconte votre enfance. Un livre parmi d'autres, parce que si je cite la date du 6 novembre 2009, vous recevez le 23e prix de la langue française pour l'ensemble de votre œuvre. Je crois que c'est un jury présidé par Angelo Rinaldi, qui se trouve à Brive. Oui, tout à fait. Oui, ça m'a fait grand plaisir. Oui. Mais quand on est journaliste et quelques années après recevoir un prix pour l'ensemble de son œuvre littéraire, c'est pas si fréquent. Oui, et puis un prix de la langue française, parce que je vais pas dire que tous ces livres que j'ai écrits sont le fruit d'un long travail, et un long travail où justement l'écriture est très importante. J'essaie de donner à toutes ces pages que j'ai écrites, disons, une sorte de fluidité, et aussi, je dirais, c'est mon ambition. Est-ce que j'y parviens? Ça, c'est une autre question. Et aussi parce que pour moi, bien écrire français, c'est écrire de manière claire et simple. Et c'est pas facile. Et c'est pas si fréquent aujourd'hui. C'est du travail. Ouais. Alors, il faut pas que non plus on sente le travail, ce que Flaubert appelait l'huile de lampe. Mais, vous voyez, pour que cette fluidité s'installe dans les pages que vous écrivez, il faut beaucoup travailler. Donc, c'est un livre, et notamment le dernier, L'accident. Bon, le lecteur se fiche éperdument que ça a pris beaucoup de temps pour l'auteur, mais il m'a donné beaucoup de mal.
Ah, il se trouve aussi, pour la petite histoire, que ce prix de la langue française, celle qui vous précédait, qui a reçu ce prix un an plus tôt, c'était Annie Ernaux, Ah oui, oui, oui. qui a reçu le prix Nobel ensuite. Donc, on ne sait jamais ce qui peut vous arriver. Alors, la littérature, je crois que ça a été très important. Ça a été le refuge de votre enfance, Jean-Paul Kaufmann. Oui, j'étais un affamé de lecture. Il n'y avait pas de livres dans la boulangerie paternelle. Donc, moi, je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Et vraiment, j'ai toujours eu peur de manquer de livres. Toujours, même, vous voyez, même quand j'étais journaliste, j'en accumulais. Et figurez-vous que cette hantise, cette peur de manquer, eh bien, un jour s'est réalisé lorsque j'ai été enlevé. J'ai pu lire quelques livres et je peux dire que ces quelques livres m'ont sauvé la vie. Et c'était des livres, des classiques ou des livres... Non, non, il y avait un peu de tout. Il y avait même des livres. Il y a eu, oui, je cite toujours cet exemple. Même un jour, j'ai eu très peu de livres. Un jour, un livre de la collection Harlequin, un livre, donc une intrigue un peu à l'eau de rose. Eh bien, figurez-vous que ça a été un moment de bonheur. Pourquoi ? Écoutez, c'était une voix qui venait de l'extérieur. Je n'étais plus tout seul. Une voix peut-être qui était un peu fausse, mais une voix quand même. Et puis il y a quelqu'un qui a compté, je crois, dans vos jeunes années, Jean-Paul Kaufmann, c'est Jean de La Fontaine. Oui, comme tout écolier de cette génération-là, on apprenait un certain nombre de fables par cœur. Et puis, quand j'ai écrit ce livre, Remonter la Marne, j'ai été très heureux de saluer, en effet, la figure de Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry, qui est traversé par la Marne. Il y a un certain nombre de pages sur Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine aussi, tout ce travail, cette limpidité, et on a l'impression que c'est facile, pas du tout. Il y a un immense travail derrière toutes ces fables. Et il échangeait, d'ailleurs, il écrivait ses fables et il échangeait ses idées avec son meilleur ami qui était Molière. Ils se lisaient leurs pages respectives en les retravaillant le lendemain. Oui, parce qu'on a toujours l'impression d'un homme nonchalant, un peu paresseux, et je crois que c'est pas du tout le cas. Alors, la littérature, c'est surtout arrivé dans votre vie, Jean-Paul Kaufmann, lorsqu'après votre libération, vous avez décidé de ne plus être journaliste, mais écrivain. Oui, alors, c'est peut-être plus compliqué que ça. Il est certain que, je le reconnais, que cette captivité a tué le journaliste. Vous voyez, c'est vrai que dans notre métier, il y a une part de voyeurisme. J'ai été un peu voyeur. J'ai regardé la souffrance des hommes et des victimes. Regardais la lave du volcan et un jour, je suis tombé dans la lave moi-même et je suis devenu à mon tour objet de voyeurisme. Donc, vous voyez, pendant ces 3 années, j'ai beaucoup réfléchi à ce métier. Et en même temps, les choses ne sont pas si simples que ça, parce que je pense aussi avoir écrit un livre d'enquête, un livre de journaliste. Alors, quelquefois, on fait poids, oui, un livre de journaliste pour le déprécier. Moi, je suis fier d'avoir fait un livre de journaliste, un livre d'enquête, un livre où je recherche un certain nombre, ce que sont devenus un certain nombre de personnages, un travail aux archives, etc. Il y a vraiment beaucoup de travail dans ce livre, et encore une fois, un travail de journaliste, et puis le journaliste est toujours là. Dans ce livre, je parle beaucoup, je dis, en effet, je suis peut-être devenu journaliste à cause de la boulangerie paternelle. Vous voyez, je prétends que l'atmosphère d'un fournil peut amener au métier de journaliste, parce que les odeurs, les 5 sens ont une importance capitale dans une boulangerie, et surtout l'olfaction. Sentir. Et je pense que dans le métier de journaliste, vous voyez, il y a des journalistes qui disent quelquefois, quand ils sont en reportage, et quand il y a des choses un peu bizarres qui se passent, ils disent « Oh, je le sens pas, ça sent mauvais ». Donc, vous voyez, sentir le flair du journaliste, oui, c'est quand même capital. Alors, c'est peut-être le 6e sens, l'intuition. Mais partir d'un four pour faire un succès, c'est quand même paradoxal.
Alors, il se trouve aussi que vos premiers romans et tous vos romans, il y a justement ce retour parmi les vivants. Vous dites que vous avez beaucoup travaillé. Chaque roman, pour vous, est beaucoup de travail. D'abord, le premier, c'était L'Arche des Kerguelen. C'est une longue enquête. Et là, vous avez découvert une île de la solitude. Et ce livre a marqué votre retour parmi les vivants, Jean-Paul Kaufmann. Oui, oui, il a joué un rôle très très important, disons, dans ce qu'on pourrait appeler ma convalescence. Parce que, vous savez, une fois qu'on est délivré, qu'on est libéré, il y a le retour. Le retour n'est pas facile. Parce que, vous voyez, vous êtes un peu, comment dire, quand vous êtes libéré, il y a un côté comme Lazare sortant du tombeau. Là, vous avez été dans les ténèbres, presque avec vos bandelettes, et puis d'un seul coup, là, vous remontez violemment à la surface. C'est un choc, presque un traumatisme, et puis il faut s'adapter aussi. Donc les Kerguelen ont beaucoup compté. Alors peut-être l'apprentissage de l'isolement, parce que c'est ça les Kerguelen aussi, l'isolement, la haute solitude, un environnement très hostile, mais là je l'avais choisi. Bon, toutes ces caractéristiques que j'ai données peuvent s'appliquer à ma captivité. Donc ça a été extrêmement important dans ce retour. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment. C'est après coup, lorsque j'ai écrit, que je me suis dit, ce moment-là a été décisif, capital dans ce retour. Et vous parlez justement du travail que représente un livre, même pour un journaliste et l'enquête. Et il y a un livre que vous avez signé et qui le démontre. Et ce livre, on peut l'évoquer à travers une chanson. Napoleone, 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 Napoleone. Napoléon, Serge Lama, une comédie musicale qu'il a voulu écrire avec ses copains, notamment avec Yves Gilbert. Personne n'y croyait. Il a fait 800 représentations en France. Et si je parle de Napoléon, c'est que vous avez fait une enquête sur l'île de Sainte-Hélène, ce qui n'était pas si fréquent. C'est 13 jours là-bas, avec une véritable enquête journalistique avant d'écrire un livre. Oui, alors surtout les Kerguelen, Sainte-Hélène, alors à l'époque, c'était 3 semaines de bateau, donc c'est très long. Et j'ai accepté d'y aller. Je n'avais pas à l'époque une particulière admiration pour Napoléon. Pour Bonaparte, oui. Napoléon, c'est tout à fait différent. Et ce qui m'avait attiré, c'était un peu comme les Kerguelen, le fait qu'il y ait toute cette traversée latente. Moi, j'aime beaucoup pour le voyage de l'attente. Donc, quand je suis arrivé à Sainte-Hélène, en effet, j'ai tout compris. Et c'est vrai que on comprend, et c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux, cette histoire de Sainte-Hélène, parce que on ne peut pas comprendre la captivité de Napoléon si on n'est pas allé sur place. Parce que c'est vraiment un choc. Vraiment un choc. La révélation de ce lieu où il a vécu pendant 5 ans et demi, là, sur ce plateau de Longwood, tout à fait, harcelé par le vent incessant, l'humidité, etc. Là, je crois qu'on comprend tout et on comprend le drame de cet homme-là qui est resté, là, donc, solitaire pendant 5 ans et demi, dans un état, il faut bien le dire, de dépression. C'est un mot qu'on n'employait pas à l'époque, mais quand vous lisez tous les commentaires de ceux qui l'ont accompagné, c'est un homme qui était profondément mélancolique, triste, et je pense que cette mélancolie, à la longue, l'a tué. Voilà, l'empoisonnement dont on parle, Oui, c'est ça l'empoisonnement. Ouais, et alors, vous avez mené une enquête parce qu'il fallait encore retrouver les traces de tas de choses là-bas. Et là, c'est le travail du journaliste avant le travail de l'écrivain. Oui, alors bien sûr, tous ces témoignages sur Napoléon à Sainte-Hélène, parce que en plus de ça, on connaît à peu près presque quotidiennement son emploi du temps de Napoléon à Sainte-Hélène, parce que tous ceux qui étaient avec lui, les 4 évangélistes qui l'ont accompagné, là, ces 4 compagnons, ont tous les 4 écrit, mais pas seulement ses compagnons, mais aussi les domestiques, marchands, d'autres encore. Donc, on sait à peu près tout sur Napoléon, sauf un petit peu la fin. Et la fin, en effet, de Napoléon est absolument effrayante. Mais en tout cas, long travail dans les archives et les témoignages qu'il faut chercher,
approfondir, et puis parfois aussi des révélations, même si on connaît tout sur cette période-là. Et les critiques ont salué justement votre sens de l'histoire et votre rigueur historique, ce qui n'est pas toujours évident pour un écrivain, Jean-Paul Kaufmann. Ou un journaliste. Oui, c'est vrai que c'est important pour vous, la rigueur historique, même si vous n'êtes pas historien. Oui, tout à fait. Ben alors, ce qui est paradoxal aussi, alors, c'est que finalement, je croyais en être quitte avec Napoléon, et puis le champ de bataille d'Eylau m'a emmené, en effet, dans ce qui est aujourd'hui l'enclave russe de Kaliningrad, sur ce champ de bataille. Donc, une deuxième fois, j'ai évoqué la figure de Napoléon. Voilà. Et vous avez fait à travers un tableau qui est Napoléon sur le champ de bataille de Antoine Jean Gros, qui est un peintre romantique très connu. Oui, tout à fait. Et donc, ce qui est extraordinaire aussi, c'est ce champ de bataille d'Eylau qui se trouve près de l'ancienne Königsberg, dans l'ancienne Prusse orientale. Il est intact. Et on a l'impression, vous voyez, qu'on marche sur les morts. Non seulement on marche sur les morts, mais tout cela, et c'est ça qui a été impressionnant dans cette visite du champ de bataille, vous voyez, les boulets, les squelettes, les ceinturons des soldats remontent à la surface. C'est très impressionnant. Alors ça, c'est un voyage lointain, un voyage plus court, c'est celui qui mène à votre enfance, même si elle est lointaine, à travers la date du 26 février 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Paul Kaufmann. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Paul Kaufmann. Nous avons depuis le début de cette émission évoqué en filigrane ce livre, L'accident, qui est sorti le 26 février 2025 aux éditions de l'Équateur. Alors, L'accident, c'est un livre sur votre enfance, mais il y a un fil conducteur, c'est un véritable accident qui aurait pu vous rendre orphelin de père en 49. Oui, en effet, c'est le 2 janvier 1949. 18 jeunes hommes de cette petite commune d'Ille-et-Vilaine trouvent la mort dans un accident. Et normalement, comme vous venez de le dire, mon père, qui accompagnait l'équipe de football, aurait dû figurer parmi ces victimes. Donc ces 18 jeunes hommes, vous voyez, c'est pratiquement toute la jeunesse d'un village qui disparaissent comme ça d'un seul coup. Il est évident que mon enfance a été marquée par ce drame. Surtout que c'est mon premier souvenir d'enfance, 2 janvier 1949. Alors, en même temps, je n'en suis pas très sûr. Vous voyez, mon livre aussi traite de ce qu'on pourrait appeler les distorsions de la mémoire, la construction des faux souvenirs, ces événements fictifs qu'on croit avoir vécus et qu'on n'a pas vécus. Donc, est-ce que j'ai vraiment appris le 2 janvier 49 cet événement? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, on n'en parlait pas pendant toute mon enfance. C'était tellement quelque chose d'énorme, indicible, que ça n'avait pas eu lieu. Donc, on n'en parlait pas. Mais on y pensait toujours, évidemment. La preuve, vous l'évoquez tout au long du livre, régulièrement entre deux chapitres. Alors, ce qui est certain, en revanche, c'est que vous avez grandi à Cornude, en Ille-et-Vilaine. Alors, bien sûr, il y a un jeu de mots derrière, évident. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais la commune est membre de l'Association des communes de France aux noms burlesques et chantants. Bien sûr, ça ne m'a pas échappé, ça je le sais. Ouais. Mais on dit Cornu, hein, non pas Cornu. D'accord. Et je crois que Julien Crac connaissait ce village. Oui, bien sûr. Alors, le gros problème, c'est que moi, pendant toute mon enfance, j'ai dû essuyer les quolibets, les plaisanteries des enfants des communes voisines avec tous les jeux de mots sur Cornute et tout habillé, etc. Donc, il fallait se battre pour défendre l'honneur du nom et la dignité du village. Donc, voilà, Alors, Cornu, c'est à une vingtaine de kilomètres de Rennes. À l'époque, en effet, dans les années d'après-guerre, c'était, on pourrait dire, une petite principauté villageoise. Aujourd'hui, rattrapée par Rennes, par l'agglomération rennaise. On est presque dans le périurbain, là. Vous voyez, c'est autre chose. Ça a beaucoup changé, parce que
moi, ce que je raconte, en effet, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est un continent disparu, englouti. Là, je parlais de ceux qui sont nés entre 1940 et 1955. On a véritablement entrevu un monde, qui était un monde du 19e siècle, hein, un monde en même temps. Alors, parce que ce qu'il faut préciser aussi, c'est que mon livre, on pourrait croire que c'est un livre sur la nostalgie. Je déteste la nostalgie parce que on peut pas. Vous voyez cette phrase, c'était mieux avant. Moi, à aucun moment, elle n'est dite dans mon livre. C'est pas vrai. C'était pas mieux avant. La vie dans ces années-là, dans ces années d'après-guerre, était spartiate, austère, triste, revêche, et on peut dire que on vivait une vie en noir et blanc. La couleur est venue après, au milieu des années 60. Là, véritablement, mais ça, on ne le savait pas à l'époque. Vous voyez, la France a véritablement basculé au milieu des années 60. Et là, bah, la couleur est venue d'une certaine manière. C'est une France en couleur, là, qu'on connaît. Voilà. Alors, il se trouve qu'en plus, vous évoquez votre père, donc on sait qu'il est boulanger, mais ce qui vous a beaucoup marqué dans vos jeunes années, Jean-Paul Kaufmann, c'est la tournée, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, la tournée dans les hameaux voisins du boulanger. Bien sûr, alors, et c'était une corvée en même temps, mais alors, il fallait aider les parents. En même temps, au début, on rechignait, mais en même temps, pour moi, ça a été véritablement un vrai bonheur, parce que on débarquait dans des lieux invraisemblables. Vous voyez, je sais pas, le monde de ces peintres de l'époque de Louis XIV, les frères Lenain, mais on y était encore, hein. Vous voyez, des endroits où on habitait enfin, le sol était en terre battue, les poules, les oies, les canards, tout ça entrait dans la maison. C'était en même temps un monde merveilleux d'odeurs. Vous voyez, là, je parlais tout à l'heure de l'odorat. L'apprentissage de l'odorat, de l'olfaction s'est fait dans la boulangerie paternelle. Elle s'est faite aussi dans ces fermes que nous découvrions au cours de ces séances de portage. Oui, et puis il y avait l'odeur et le goût, car je crois que le salambo était la spécialité, un gâteau, la spécialité de la boulangerie Kaufmann, qui était célèbre dans tous les environs. C'est vrai, alors le salambo, moi, à cette époque-là, je ne savais pas que c'était la fille d'Amilcar, hein, comme dans les romans de Flaubert. Mais ma mère elle n'était pas, à l'époque, vous voyez, c'était une boulangerie, et puis petit à petit, la boulangerie Kaufmann s'est agrandie pour devenir une pâtisserie, et ma mère, qui n'avait aucune notion de ces choses-là, eh bien, elle s'est découverte une âme pâtissière, et elle était vraiment talentueuse, et particulièrement, vous venez de le dire, le salambo. Le salambo, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Vous voyez, c'est cette espèce de compromis entre le croustillant du caramel et, disons, le moelleux de la crème pâtissière. Donc, ce contraste-là est quelque chose d'absolument unique au monde. Vous voyez, il y a une espèce, vous avez en bouche une sorte de pétillement là qui est provoqué par la dynamique du sucre. Alors moi, je n'ai jamais retrouvé ces salambos de mon enfance. Il faudrait les relancer, demander à un grand pâtissier aujourd'hui de les relancer et de les recréer. Alors, on pense bien sûr à la femme du boulanger de Pagnol, et c'est vrai que c'est le chat, c'est l'idée de Pagnol qui adorait les chats. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au départ, la femme du boulanger ne devait pas être Ginette Leclerc, mais John Crawford. Et malheureusement, le contrat n'a pas pu être signé à temps. Donc oui, je l'ignorais. Vous m'apprenez beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, il se trouve aussi que vous avez appris, grâce à votre père et à votre mère, une philosophie de la vie, Jean-Paul Kaufmann, et on le voit dans ce livre. Votre père avait compris que le secret d'une vie, c'est de s'accepter soi-même, et votre mère disait que la vie est une vallée de larmes, alors qu'elle n'en pensait pas un mot. Oui, mes parents, c'était vraiment l'alliance de deux contraires. C'est comme ça, d'ailleurs, que je pense que les couples réussissent. C'est-à-dire que mon père était une âme simple, mais il le revendiquait. Vous voyez,
et il n'avait pas un ego surdimensionné. Ma mère était une personnalité beaucoup plus complexe. Alors, c'est vrai que quand on la voyait, on lui trouvait un air absolument sinistre, lugubre, et en vérité, à l'intérieur d'elle-même, elle jubilait. Et ça a été le grand secret de sa vie, parce que en vérité, elle avait l'âme joyeuse et je dirais même jubilatoire. Mais on s'y laissait prendre. Vous voyez, elle opposait un visage, oui, fermé, un peu triste, et, et le fond de son âme, son moi profond, c'était tout à fait le contraire. Il se trouve aussi, et ça c'est assez courant dans votre génération, Jean-Paul Kaufmann, que vous dites que vous ne savez rien de vos parents, en particulier pendant l'occupation. C'est vrai que dans les années 60, beaucoup d'enfants n'osaient pas demander à leurs parents ce qui s'était passé pendant la guerre, c'était trop près. Oui, c'était trop près. Et puis, vous savez aussi, il y avait quand même cette génération-là de mes parents. D'abord, je dis à un moment que je parle des 5 sens, je dis que mes parents étaient peu tactiles, vous voyez, mais ça, je pense que c'était générationnel. Vous voyez, on ne se touchait pas. On se touchait pas. L'affection était réelle, mais on ne savait pas l'exprimer. Là, aujourd'hui, on palpe, etc., on embrasse les enfants, les parents, etc. Et à l'époque, c'était tout à fait... alors, en plus de ça, bon, dans cette partie de la Bretagne, bon, je ne crois pas à tous ces déterminismes géographiques, mais on n'extériorisait pas... on extériorisait peu ses sentiments. Mais vous regrettez de ne pas avoir su ce que vos parents, par exemple, avaient fait pendant la guerre, Jean-Paul Kaufmann. Alors, si, un peu. Alors, oui, la manière dont il a été fait prisonnier. Et puis après, donc, j'ai retrouvé dans les papiers de la famille, il avait fait les chantiers de la jeunesse. Alors, il faut préciser, les chantiers de la jeunesse, c'était quelque chose, une organisation pétainiste, obligatoire. Hein. Vous deviez, pour tous les jeunes, effectuer ces stages-là qui duraient plusieurs mois, qui ressemblaient, disons, à une forme de scoutisme. En effet, j'ai eu le dossier de mon père qui avait fait les chantiers de la jeunesse, et je dois reconnaître aussi qu'il nous en parlait très très souvent avec une certaine nostalgie de cette vie au grand air. Je crois qu'il ne connaissait pas ça, et bon, il avait découvert une autre vie. Mais c'est vrai que c'est cette interrogation aussi que je formule dans ce livre: qui sont nos parents? Et c'est très difficile c'est une interrogation qu'on formule tous, hein. Et c'est vrai que ne peut-on parler de nos parents qu'une fois qu'ils sont morts? C'est ça aussi, c'est un très curieux phénomène. On a parfois l'impression qu'il faut que le corps disparaisse pour que, disons, l'être apparaisse dans son évidence, dans son aspect fondamental. Et là, on découvre véritablement qui étaient nos parents. Et c'est ce que vous racontez dans ce livre, en évoquant aussi d'autres choses, notamment votre passion pour la peinture, et un tableau qui vous a marqué, c'est un enterrement à Ornans, qui est au musée d'Orsay. Ah oui, je vais souvent voir un enterrement à Ornans, qui est un tableau formidable, parce que bon, c'est un enterrement qui a lieu à Ornans, en Franche-Comté. Bon, ça doit se passer autour de 1850. Un siècle plus tard, je peux dire que dans ma petite commune d'Ille-et-Vilaine, eh bien, ça n'avait absolument pas changé. Et l'enfant de chœur qu'on voit au premier plan parmi les 27 personnages de cet enterrement à Ornans de Courbet, cet enfant de chœur, ben c'est moi. Hein, c'est moi, je me reconnais tout à fait. Le gros problème, c'est que cette peinture noircit d'année en année. Et on a reproché d'ailleurs à ce tableau qui est d'Ornans, qui est la ville natale de Gustave Courbet, on l'a accusé d'être laide, trivial et ignoble au départ, ce qui n'est pas le cas du tout. Ah, pas du tout, mais c'est un tableau absolument formidable. Et puis il y a une autre chose que vous évoquez dans ce livre, où vous évoquez votre enfance, Jean-Paul Kaufmann, c'est qu'on se prêtait de l'argent, mais en se serrant la main, il n'y avait pas de contrat. Ah oui, ça aussi, c'est une chose que je le savais, mais c'est vrai que moi, mes parents empruntaient de l'argent sans intérêt, et à leur tour, quand ils sont
devenus plus aisés, eh bien, ils ont fait la même chose. Et là, ça se faisait à la confiance, à la parole donnée. Vous vous rendez compte, c'est absolument inconcevable aujourd'hui. Et puis vous expliquez aussi que vous devez beaucoup à l'église, vous serviez la messe à 7 heures du matin, ce qui n'était pas évident, mais ça vous a aussi beaucoup appris. Oui, alors, ce qui m'a beaucoup appris, c'est l'ennui. L'ennui, c'est très important en province. L'ennui, parce que ça vous force, disons, à inventer toutes sortes de jeux, de l'imagination. Et c'est vrai que les offices, les messes étaient interminables, parce que notre curé avait un sens du faste, de la solennité, absolument. Je me demande où il avait appris cela. Mais c'était très long. Donc, il fallait imaginer bah oui, l'imagination tournait à plein régime. Et ça, pour moi, ça a été très important. Cette éducation. Cette éducation, alors ça c'est l'ennui, mais l'ennui c'est exactement le contraire de ce qu'on ressent quand on lit ce livre, L'accident, aux éditions Équateur, que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent, parce que là on a ébauché quelques sujets, mais il y en a beaucoup d'autres. Merci Jean-Paul Kaufmann de l'avoir écrit, et puis continuez à écrire d'autres livres, parce que ce serait dommage que vous ne continuiez pas. Merci Jacques Pessy. Je compte sur vous. Merci, les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.